Bonjour et bienvenue sur automationsense.com, la première plateforme de formation en ligne en automatisme industriel. Donc aujourd'hui, on a reçu donc une question depuis la Côte d'Ivoire, donc depuis un membre de la Côte d'Ivoire. Donc sans plus tarder, nous allons faire passer la question. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Oui, je suis actuellement en train de suivre la formation. Je suis en 5e semaine sur le programme Introduction aux automates CMS. J'ai quelques petits soucis là, je voulais les éclaircissements. Je voulais en fait, première chose, je voulais avoir plus d'explications sur le module de communication, module de fonction, module d'interface. Je veux voir de manière concrète le rôle de chacun, comment la différence en fait. Parce que quand je vois un automate est composé de, on a d'abord l'automate principal ou le CPU. On a le module d'alimentation. Maintenant, il y a aussi le module de signaux. Ça, c'est le module entrée-sortie, module de communication, module de fonction, module d'interface. En fait, je voulais avoir de manière simple une explication à cette configuration de l'automate. Le rôle de chaque module et comment ça se représente de manière pratique. Alors, merci Monsieur Augustine depuis la Côte d'Ivoire. Donc, je rappelle que vous pouvez nous contacter donc, sur ce numéro WhatsApp que je vais donc écrire, donc 77 553 73 46. Donc, vous pouvez nous contacter sur ce numéro WhatsApp là. Ok, donc pour répondre à la question de Monsieur Augustine, donc au niveau de la gamme S7300, donc si on prend l'exemple de la gamme S7300, donc on a plusieurs versions, donc et modèles. Donc on peut avoir par exemple le modèle S7312, S7312C qui est la version compacte, donc c'est-à-dire qui comporte donc des entrées-sorties intégrées même au CPU. On a aussi pour la version donc 313, on a la version compacte, donc la version 313 traditionnelle et la version 313 compacte. Donc plus on avance au niveau des versions, donc plus la version est supérieure, donc plus donc le modèle du CPU est plus puissant. Donc par exemple le S7 319 sera plus puissant que le S7 312. Donc on a aussi plusieurs déclinaisons. Par exemple ici pour le S7 313 2DP, donc on a donc deux interfaces Profibus. Donc le DP c'est une interface Profibus. Donc si on a deux DP, ça signifie qu'on a donc deux interfaces Profibus au niveau donc de notre 313C 2DP. Ok, donc tout en bas ici on a le S7 314C 2PNDP. Donc quand on a deux PNDP, ça signifie qu'on a donc deux interfaces Profinet, donc pour PN, et deux interfaces DP pour Profibus. Maintenant, tout en bas ici, on a le S7 319 F3 PNDP qui comporte donc trois interfaces Profinet et trois interfaces Profibus. Donc le F, faut signaler que le F, ça correspond donc à un automate fail-safe, donc un automate de sécurité. Donc pour la gamme S7 300, comme pour les autres gammes, que ce soit donc les gammes S7 400, S7 1500, etc., il y a plusieurs déclinaisons en fonction de la version. On a des versions comportant deux interfaces Profinet, par exemple, ou bien deux interfaces DP, etc., etc. Donc, la dénomination donc, du modèle permet donc de déterminer si on a donc des ports Profinet intégrés ou bien des ports Profibus intégrés, même au CPU. Alors, par exemple, ici, on a donc une station, donc S7 300, qui comporte ici, donc ici, on a l'alimentation,
tout juste après l'alimentation, on a donc le CPU et on a 3 modules de signaux. Donc les modules de signaux correspondent donc au module d'entrée-sortie digitale ou bien au module d'entrée-sortie analogique. Donc les modules de signaux sont aussi appelés des modules SM. Donc au niveau du catalogue, donc c'est les modules SM, donc comme signal module. OK. Donc là, vous pouvez au niveau donc de la façade donc de l'alimentation, on a la possibilité donc de mettre en marche ou bien d'interrompre donc l'alimentation. On a la possibilité de mettre en marche ou de mettre en off donc l'alimentation. Ici aussi, au niveau de notre CPU, on a des sélecteurs qui permettent, donc on va le voir plus tard, de mettre en run ou bien de mettre en stop donc le CPU. Pour les spécificités et les déclinaisons des CPU, donc tout à l'heure j'ai parlé du concept de fail-safe. Donc le fail-safe, le concept de fail-safe, donc c'est sécurité intégrée. Donc ce sont des CPU qui comportent donc une certaine notion de ce qu'on appelle de notion de sécurité. Par exemple ici on a un CPU donc 315F2PNDP. Donc le F permet donc de savoir qu'on est donc en possession d'un CPU fail-safe, donc avec sécurité intégrée. Donc c'est utilisé pour faire réaliser des fonctions de sécurité. Donc c'est un peu différent des CPU classiques qu'on a l'habitude donc de rencontrer. Donc ici par exemple on a un CPU donc S7317-2PNDP donc qui comporte donc, comme on l'a vu tout à l'heure, 2 ports Profinet et 2 ports DP. Et au niveau de la façade, on a des LED de signalisation, SF pour system fault, BF pour bus fault, donc pour tout ce qui est donc problème au niveau du bus. On a donc les LED maint, les LED DC 5 volts, donc pour voir si on a bien les 5 volts au niveau donc du bus de fond de panier, parce que le bus de fond de panier du rack donc de l'automate doit être alimenté en 5 volts. Donc si les 5 volts disparaissent, donc il y a une erreur et l'automate donc fonctionne plus. Donc on doit s'assurer à avoir donc 5 volts au niveau du bus de fond de panier du rack de l'automate. Après on a aussi les LED de force pour le forçage. Donc si on a donc forcé donc une des entrées, par exemple de nos modules de signaux, par exemple la LED force va s'activer. Après aussi on a la LED donc run pour dire que l'automate est en mode marche, donc c'est-à-dire mode run, ou bien la LED stop pour dire que donc l'automate est en mode stop. Donc ici donc tout à côté donc des LED, on a ici donc la carte mémoire donc qui est donc insérée au niveau de la façade donc de l'automate et qui va permettre donc d'enregistrer ou bien de contenir donc le programme à exécuter par notre CPU. Après en bas ici on a le sélecteur donc qui permet donc de mettre en run, donc c'est-à-dire de mettre en marche donc le CPU, ou bien si on le met en stop donc d'arrêter le CPU, ou bien de réinitialiser le CPU via donc le MRES. Donc le MRES permet donc d'effacer tout ce qui se trouve au niveau donc de notre CPU. Donc avec le sélecteur, on pourra donc modifier ou bien interagir avec notre CPU de manière physique. Donc ça c'était pour la façade donc de notre CPU. Après on a ici par exemple les différentes significations. Ici pour le SF, donc le system fault, s'il est rouge, c'est-à-dire qu'on a donc une erreur matérielle ou logicielle. Donc la LED maint, donc ici qui est ici, s'il est jaune, ça signifie que le CPU demande une maintenance. Donc le DC 5 volts, donc qui est la LED donc ici en bas, donc qui permet donc de voir si notre fond de panier il est alimenté. Donc s'il est vert, ça signifie que l'alimentation du CPU et du bus de fond de panier il est OK. Après on a donc les autres LED, par exemple pour la LED donc run, si il est vert, ça signifie donc vert en allumage continu, ça signifie que notre automate il est en mode run. Maintenant pour notre LED stop, donc qui est tout en bas ici, si il est jaune, donc ça signifie que donc notre automate est en mode stop. Donc si il est jaune continu, en allumage continu, donc notre automate est en mode stop. Donc avec ce tableau, vous pourrez donc
voir, donc faire les diagnostics donc primaires donc d'un CPU pour voir par exemple si le CPU est en stop, si le CPU est en run, s'il demande une maintenance, si le bus de fond de panier est alimenté, etc., etc. Donc là, au niveau de notre CPU, donc aussi je l'ai dit tout à l'heure, on a la possibilité donc d'insérer donc une carte mémoire de type MMC. Donc une carte mémoire MMC, ça signifie Micro Memory Card. Donc ce sont des cartes donc spéciales qu'on affiche donc au niveau donc de la façade du CPU et qui permet donc de sauvegarder ou bien il comporte donc le programme de notre CPU. Donc la carte mémoire suivant les modèles peut aller de 64 kg à 8 mégabytes. Il y a même des cartes mémoire qui vont au-delà de 8 mégabytes. On peut avoir jusqu'à 16 mégabytes ou même plus. Donc une spécificité à signaler, c'est que la carte mémoire de type MMC ne peut pas être formatée directement avec un PC classique. Donc, pour formater donc, une carte mémoire de type MMC, on aura besoin soit d'un PG. Donc, les PG, ce sont des PC spéciaux donc, de Siemens. Donc, c'est des PC de programmation de Siemens, fournis par Siemens, qui sont des ordinateurs classiques, mais qui comportent les interfaces de communication, comme par exemple des ports Profibus intégrés ou bien des ports MPI intégrés, même au PC. Donc, vous pourrez donc, formater donc, votre carte MMC avec un PG Siemens ou bien utiliser un équipement qu'on appelle donc, le Promer USB. Donc c'est un équipement spécial donc qu'on peut utiliser et qui permet donc c'est un périphérique externe dans lequel on pourra donc insérer donc la carte mémoire à formater et la formater directement avec le Promer donc USB. À part les modules d'interface ou bien le module de communication, etc., on a aussi ce qu'on appelle les modules de signaux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc les modules de signaux, donc c'est typiquement donc les entrées digitales ou bien sorties digitales, mais aussi les entrées analogiques ou sorties analogiques. Donc pour les modules de signaux, par exemple ici on a un module de signaux donc de type SM321, donc qui est un module donc d'entrée digitale qui comporte donc ici 16 entrées digitales, donc DI16, donc DI16 signifie donc 16 entrées digitales. Donc pour ce module, on peut avoir au niveau des tensions soit du 24 volts donc continu ou bien du 230 volts alternatif. Ça dépend en fait du modèle de notre module. Ici, il faut signaler que les différents signaux donc, de notre module sont soit séparés, donc isolés électriquement une par une, c'est-à-dire signal par signal, ou bien par groupe de signaux. Donc ça dépend de la carte en fait. Donc certaines cartes sont isolées électriquement donc, par signal, ou bien d'autres sont isolées électriquement par groupe de signaux. Donc, mis à part les modules de signaux d'entrée digitale, on a aussi les modules de signaux de sortie digitale. Donc, ici, on a par exemple un SM322 qui comporte donc ici 32 donc, sorties, donc, qui permettent, donc, le rôle c'est d'actionner donc d'activer tout ce qui est actionneur. Donc, on pourra actionner des voyants, donc tout ce qui est actionneur discret, c'est-à-dire des voyants, des contacteurs, etc. Donc, les modules de signaux de type SM322 sont utilisés pour remplir donc ces types d'actions. Donc, mis à part les modules d'entrée et les modules de sortie, on a aussi les modules d'entrée digitale. Donc, pour les modules d'entrée digitale, le rôle c'est d'acquérir donc des signaux. Donc, les modules analogiques, pardon, le rôle c'est d'acquérir donc des signaux analogiques, que ce soit donc des signaux provenant donc de capteurs de température, de capteurs de pression, etc., etc. Donc, ils sont dotés donc d'un convertisseur analogique numérique, donc qui peut permettre donc une fois donc le CPU donc récupère les données donc de terrain, par exemple issues des capteurs et des capteurs de température ou bien de pression, de pouvoir comprendre donc les différents signaux envoyés par ces capteurs. Donc le convertisseur analogique numérique intégré au module analogique permettra de convertir donc les signaux analogiques en signaux numériques compréhensibles par notre CPU.
Donc, tout comme les modules d'entrée et de sortie digitale, donc les modules de signaux peuvent comporter plusieurs canaux. Donc, ils peuvent comporter 2 canaux, 4 canaux, 8 canaux, etc. Donc, ça dépend en fait de notre modèle de carte. Par exemple, ici, un SM331 AI8 comporte donc 8 canaux. Donc, 8 canaux d'entrée analogique. Donc, on pourra donc connecter 8 capteurs analogiques, par exemple. Donc, mis à part les modules d'entrée analogique, on a aussi les modules de sortie analogique. Donc, leur rôle, c'est comme pour les modules de sortie, modules d'entrée analogique. Donc, leur rôle, c'est donc de contrôler donc des sorties analogiques. Par exemple, on peut contrôler une électrovanne proportionnelle avec notre sortie analogique. Donc, au niveau des sorties analogiques, on peut avoir plusieurs types de sorties analogiques. Donc, les sorties analogiques fonctionnant en mode tension. Donc, pour les modes de tension, on peut avoir par exemple du 0, 10 volts. On peut avoir aussi du moins 10 volts, etc. On peut avoir, ça c'est pour le mode tension. Maintenant, pour le mode courant, donc on peut avoir soit du 0, 20 mA, 0,20 mA ou bien du 4, 20 mA. Il faut signaler qu'au niveau donc de notre module analogique, on a souvent donc une LED donc SF, donc LED SF, donc system fault, qui permet donc d'indiquer donc que le module présente une erreur, donc une erreur matérielle ou bien donc une erreur logicielle. Donc la plupart, au niveau de la plupart donc des modules analogiques, par exemple, ici on a donc une LED SF donc, qui nous permet donc de déceler une erreur au niveau de la carte. Maintenant, on va venir aux modules de fonction. Donc, les modules de fonction, ce sont les modules FM. Donc, les modules de fonction peuvent être de plusieurs types. On peut avoir, par exemple, les modules de comptage, les modules de positionnement, donc pour contrôler, par exemple, pour faire du contrôle d'axe. On peut aussi avoir des modules de pesage. Donc, typiquement, on a, par exemple, les modules de la gamme CORX, donc de Siemens, qui permettent donc de faire donc du pesage. Par exemple, ici, je vais vous montrer ici un module donc de fonction. On a ici donc le FM352. Donc, c'est un CAM module donc, qui permet donc de faire du contrôle d'axe. Pour les modules de communication, ça permet donc de faire d'ajouter donc au CPU une interface de communication. Par exemple, le CP340 donc permet donc d'ajouter à notre CPU une communication de type point to point, donc c'est-à-dire point à point. Donc certains sont dotés donc d'interfaces de communication donc RS232C, d'autres sont dotés d'interfaces de communication RS422 et d'autres RS485. Donc ça dépend donc du module de communication. Par exemple, ici je vais vous montrer, ici on a un module CP340 RS232C, donc vous pouvez le voir ici. Et au niveau, on peut voir ici la connectique donc RS232. Donc là, vous pouvez voir la connectique RS232 ici. Donc c'est un module de communication qui permet donc de doter un automate S7 300 donc d'une communication point to point, point à point. Ok, donc mis à part donc le CP340, on a aussi le CP343-2, donc qui permet donc de doter de notre CPU donc d'une communication ASI. On a aussi le CP342-5, donc qui permet donc de doter donc à la station donc automate d'une interface Profibus, donc pour par exemple se connecter à un esclave Profibus comme un variateur de vitesse, etc. On a aussi le CP342-5F0, donc c'est toujours pour doter donc la station d'une interface Profibus, mais via fibre optique. On a aussi le CP343-5 pour les communications via Profibus FMS. Et enfin, le CP343-1 LIN pour les communications via Ethernet industriel. Ok, ça c'était pour les modules de communication. Maintenant, pour les modules d'alimentation. Pour les modules d'alimentation, on peut distinguer deux modules. On a par exemple les modules PM et les modules PS. Donc les modules PM, c'est plus axé donc tout ce qui est puissance. Donc ça permettra donc d'alimenter les parties puissance.
et les modules PS donc, permettent donc, d'alimenter donc, le fond de panier, donc, c'est-à-dire le bus interne donc, de notre rack. Donc, on peut par exemple au niveau d'une station donc, S7300 avoir plusieurs modules PS. On peut avoir un PS ici, un PS là. Donc en fonction donc, de notre besoin en termes d'alimentation, on peut avoir plusieurs modules PS au sein même d'une station. Donc, mis à part les modules d'alimentation, on a aussi donc, les modules version C++. Donc, les modules version C++, c'est que ce soit les CPU ou bien les modules de signaux, donc c'est-à-dire les modules d'entrée analogique, sortie analogique, entrée digitale, sortie digitale, ils peuvent être en version C++, donc c'est-à-dire en version durcie. Donc, c'est-à-dire ils peuvent fonctionner sur une certaine plage de température, par exemple sur des températures très basses ou bien des températures très élevées. Donc, ce sont des modules durcis. Mais sinon, les fonctionnalités d'un module, par exemple, d'un CPU C++, version C++, et les fonctionnalités d'un CPU standard, donc ils sont quasiment identiques. C'est juste que l'un, il est durci et l'autre n'est pas durci. Donc ça, c'était pour les modules version C++. On a aussi les types d'interfaces. Donc, au niveau des automates, plus spécifiquement au niveau des CPU, on peut distinguer plusieurs types d'interfaces. Donc, le type d'interface classique le plus souvent qu'on distingue le plus souvent, c'est l'interface de type MPI. Donc, l'interface de type MPI, on le rencontre souvent donc, au niveau des CPU S7300 par exemple, et qui permettent par exemple de transférer notre programme au niveau de l'automate. Donc, via donc, un adaptateur de type MPI USB, on pourra se connecter à notre PC de programmation et transférer notre programme via donc, le port MPI. Donc, ça, c'est pour le bus d'interface MPI. Donc, mis à part l'interface MPI, on distingue aussi l'interface DP. Donc, l'interface DP permettra, par exemple, de connecter notre CPU à une carte d'entrée-sortie décentralisée via l'interface DP. Donc, c'est plus pour faire donc, une communication via le réseau Profibus. Donc, certains automates ne possèdent pas d'interface DP et possèdent uniquement d'interface MPI, alors que d'autres peuvent comporter les deux. Par exemple, on peut avoir un CPU qui comporte donc une seule interface MPI DP, et cette interface peut être configurée via le logiciel TIA Portal ou bien via le logiciel Semantic Manager en MPI ou bien en DP. Donc, mis à part donc, les types d'interfaces MPI, DP ou MPI DP, on peut avoir aussi le type d'interface de type PN. Donc, l'interface de type PN, c'est l'interface de type Profinet. Donc, c'est de l'Ethernet industriel. On peut l'utiliser, par exemple, pour connecter un CPU avec un IHM ou bien avec un variateur de vitesse qui intègre donc un port Profinet. On a aussi, comme autre type d'interface, on a les types d'interface de type point à point, donc le point-to-point. Donc, ces types d'interface, on le rencontrait souvent au niveau des automates donc d'ancienne génération. Par exemple, au niveau des automates de la gamme S7200, on avait souvent donc du point-to-point. Donc, mis à part donc, les types d'interface, donc, il y a ce qu'on appelle donc, les notions d'interface module, donc, ou module d'interface, donc IM, interface module ou module d'interface. Donc, les modules d'interface, typiquement, ils sont utilisés donc, pour étendre donc, le rack d'un automate. Par exemple, on peut avoir un automate avec lequel donc, on veut étendre le nombre d'entrées-sorties. Donc, par exemple, au niveau d'une station CPU, donc la plupart du temps, le nombre de modules de signaux que l'on peut ajouter au niveau du rack, il est limité. Maintenant, si on veut ajouter donc, des entrées ou bien des sorties supplémentaires, on sera obligé donc d'utiliser donc un rack supplémentaire. Pour cela, on peut utiliser donc ce qu'on appelle les modules d'interface. Donc, typiquement, comme module d'interface, on distingue donc le IM365. Donc, l'IM365, c'est un module d'interface qui permet donc d'étendre donc un rack principal d'un autre rack. Donc, maximum, on peut avoir donc on peut étendre donc le rack principal d'un seul rack. Donc, et aussi, une des spécificités, c'est que la distance entre le rack principal et le rack d'extension donc, doit être de 1 mètre au maximum. Donc, ça, c'est pour le module d'interface IM355.
365. Maintenant, si on veut donc étendre donc le rack principal de 3 autres racks supplémentaires, on va utiliser donc un autre module d'interface, donc une paire donc de modules d'interface qu'on appelle le IM360, IM361. Donc les paires donc de modules d'interface IM360 et IM361 donc permettront donc d'étendre donc notre rack principal de 3 autres racks supplémentaires, et aussi la distance entre les racks est beaucoup plus conséquente. Ici on peut avoir donc 10 mètres par séparant donc les deux racks. Maintenant, pour étendre donc le rack principal, ou bien pour étendre notre CPU, si on a par exemple un nombre de capteurs assez conséquent à traiter et qu'on veut étendre donc notre rack, donc on peut utiliser aussi ce qu'on appelle des périphériques d'entrée-sortie décentralisés, donc périphériques entrée-sortie décentralisés. Donc typiquement, on a donc la gamme ET200, donc on peut avoir par exemple la gamme ET200M, la gamme ET200S, la gamme ET200MP, la gamme ET200SP, etc., etc. Donc ces modules d'entrée-sortie décentralisés permettent donc d'étendre donc notre CPU d'un nombre de modules d'entrée-sortie beaucoup plus conséquent. Par exemple, on peut avoir jusqu'à 32 racks comparé donc au module d'interface, donc au module d'interface IM360 ou bien IM361, où on peut juste ajouter 3 racks supplémentaires. Avec donc en utilisant donc un module d'entrée-sortie décentralisé, on peut avoir un nombre de racks beaucoup plus conséquent. Alors maintenant, pour résumer et donner la signification et les différences entre les modules FM, fonction module, les modules CM, communication module, et les modules d'interface. Donc pour les modules de communication ou modules CM, donc comme leur nom l'indique, donc ils permettent donc d'assurer des fonctions de communication. Par exemple, on peut ajouter à un CPU les fonctions une interface Profinet, donc pour une communication par exemple avec une interface homme-machine. Donc on peut ajouter donc une interface Profinet via donc un module de communication. Donc ça, c'est pour le cas d'un CPU qui ne dispose pas de port Profinet. Donc on peut ajouter un module de communication pour doter donc du CPU d'un module de Profinet. Maintenant, on peut avoir aussi d'autres types d'interfaces, donc toujours avec les modules de communication. Donc on peut avoir une interface Profinet, on peut avoir une interface DP, Profibus, on peut avoir une interface ASI, on peut avoir une interface MPI, etc. Donc ça dépend du module. Donc chaque modèle de module dispose donc de son propre type d'interface. Donc ça, c'est pour les modules de communication. Donc les modules de communication, donc leur rôle, c'est d'assurer des fonctions de communication, comme leur nom l'indique. Maintenant, pour les modules d'interface, donc les modules d'interface, donc leur rôle, c'est donc d'ajouter un rack, des racks d'extension à un rack principal. Par exemple, on peut avoir donc un CPU avec un certain nombre de modules d'entrée-sortie. Donc à un certain moment, on peut ajouter qu'un certain nombre de modules d'entrée-sortie au sein d'un même rack. Donc maintenant, pour avoir un nombre plus élevé de modules d'entrée-sortie, on sera obligé d'ajouter d'autres racks supplémentaires. Donc ça, on pourra le faire avec les modules d'interface. On peut utiliser, comme on l'a vu tout à l'heure, 2 modules d'interface. Donc on peut utiliser le IM365, donc qui permet d'ajouter un seul rack supplémentaire, c'est-à-dire un seul rack d'extension. Donc aussi, la distance entre les deux racks doit être au maximum donc de 1 mètre. Maintenant, pour la paire de modules d'interface IM360 et IM361, donc ils permettent d'ajouter jusqu'à 3 racks supplémentaires, donc jusqu'à 3 racks d'extension. Donc ils permettent donc d'ajouter un nombre d'entrées et de sorties plus élevé, sachant qu'au niveau de chaque rack, on peut ajouter jusqu'à 8 modules de signaux. Donc en fait, le rôle donc des modules d'interface, c'est d'étendre le nombre de racks d'une station, et par conséquent étendre ou bien augmenter donc le nombre d'entrées-sorties. Donc en fait, ils permettent par exemple, si on doit prendre en charge un nombre d'entrées et sorties beaucoup plus élevé et que notre rack principal ne dispose pas donc
des cartes d'entrée-sortie donc adéquates, on sera obligé d'ajouter d'autres modules d'entrée-sortie. Et pour faire cela, avec les modules d'interface, on pourra ajouter donc des racks d'extension. Maintenant, pour ce qui est des entrées-sorties décentralisées type ET200, donc entrée-sortie décentralisée type ET200, leur rôle c'est de faire à peu près la même chose que les modules d'interface, c'est-à-dire donc ajouter des cartes d'entrée-sortie supplémentaires à un rack principal, mais ils permettent donc comparé aux modules d'interface d'ajouter un nombre d'entrées-sorties beaucoup plus élevé, vu que avec les entrées-sorties décentralisées type ET200 par exemple, on peut utiliser donc le bus de terrain comme le Profibus ou bien comme le Profibus DP ou bien comme le Profinet IO, afin donc d'étendre ou bien de faire communiquer une station maître avec des stations esclaves, et chaque station esclave, comme un ET200 par exemple, si on a un CPU maître qui communique avec une station esclave donc de type ET200, chaque ET200 aura ses propres cartes d'entrée-sortie, sachant qu'on peut ajouter donc un nombre donc assez élevé donc d'esclaves ET200. Donc ils permettent donc d'ajouter un nombre d'entrées-sorties beaucoup plus conséquent que les modules d'interface. Maintenant, pour finir, pour les modules de fonction, le module de fonction, donc le rôle c'est d'assurer donc des fonctions technologiques. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, ça permet par exemple de faire du positionnement pour par exemple faire le contrôle d'axe. Ça permet aussi de faire du pesage. Il y a aussi des modules de comptage rapide pour faire tout ce qui est comptage rapide, etc. Donc c'est ça la différence entre les modules de fonction, les modules de communication, les modules d'interface et les modules d'entrée-sortie décentralisés.